Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil. Nouvelle édition du 7-8. Nous allons faire le tour ensemble de l'actualité locale avec nos invités, notamment Jérôme André, président d'HF Prévention. Bonsoir. Bonsoir également à Xavier Récoquet. Et merci de venir sur ce plateau pour témoigner. Vous êtes séropositif depuis 1987. Le 5 avril, c'est le coup d'envoi du SIDAction et le mot d'ordre cette année. Restez vigilants. Il est 18h si vous nous suivez en direct. Voici déjà les titres de cette édition du 3 avril. Premier jour d'ouverture pour le Ciné 7 à Elancourt. Après plus de 2 ans de travaux et de nombreux retards, les réactions des nouveaux spectateurs à l'issue de la première séance de cet après-midi. Soigner le décrochage scolaire par le théâtre, c'est l'initiative menée pour la 2e année consécutive par le collège Sainte-Thérèse du Ménil-Saint-Denis. Les élèves de 4e ont préparé Germinal de Zola qu'ils présenteront ce vendredi. Le monde est à la fois artistique et mécanique chez les marionnettes. Un festival leur est d'ailleurs dédié jusqu'au 7 avril à Bois d'Arcy. Cela se passe à la ferme de la Tremblay. Vous en avez vu quelques images. Et puis le portrait de Mathieu Dupif, ancien joueur du club de rugby de Montigny, qui évolue à présent au Stade Français dans la catégorie des moins de 19 ans. Les Crabos. Il est revenu sur les terrains de ses débuts à l'occasion d'une rencontre face à Lille. Le mercredi, dans le 7-8, c'est aussi l'heure de la culture avec Aurélia Debussy. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Wilfried. Et tout à l'heure, au cours de la page culture, dans un peu moins d'une demi-heure, nous évoquerons un festival de musique à Voisins-le-Bretonneux et puis un spectacle de danse à la Verrière. Exactement. Donc il s'agit de rencontres chorégraphiques qui auront lieu le 13 avril prochain, donc à la Verrière. En fait, globalement, c'est de la danse et dont l'objectif est de soutenir la recherche dans la lutte contre la sclérose en plaques. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Et nous partirons ensuite du côté de Voisins-le-Bretonneux, cette fois-ci pour un concert Dance Hall dont l'intitulé passe le message à tout voisin. Donc nous verrons de quoi il s'agit. On verra pourquoi ce petit jeu de mots aussi tout à l'heure. On peut déjà le dévoiler. Tonton David est notamment à l'affiche. En tête d'affiche. Il sera en interview avec nous tout à l'heure. Oui, D'ailleurs, oui. vous avez échangé avec lui ce matin. L'interview sera retrouvée dans un peu moins d'une demi-heure. Pour l'instant, on passe au fait du jour, ce coup d'envoi du SIDAction 2013. Et l'affiche de cette édition 2013 du SIDAction, vous allez la découvrir avec ce mot d'ordre contre le sida. Ne crions pas victoire trop vite. Jérôme André, président d'HF Prévention, association basée à Villepreux, qui intervient dans le département des Yvelines, depuis peu dans le Val-de-Marne, l'Essonne, la Seine-et-Marne également. Vous faites de la prévention auprès de différents publics. Lorsqu'on voit ce mot d'ordre cette année sur cette affiche, ne crions pas victoire trop vite, ça veut dire que dans l'esprit de chacun, aujourd'hui, le sida ne fait plus peur, tout simplement. Le vrai souci, c'est qu'il y a effectivement une avancée thérapeutique. Et heureusement d'ailleurs, à la fois pour les gens qui sont séropositifs et les gens qui ne sont pas, parce qu'effectivement, on est quand même aujourd'hui avec une séropositivité qu'on arrive plus ou moins à gérer, avec beaucoup d'effets secondaires, et ça on en discutera avec Xavier. Mais c'est vrai que pour le coup, les associations avaient espéré que le sida, c'était bientôt fini, et l'avait un peu trop crié, trop fort, c'est le cas de le dire. On a eu des mots d'ordre où effectivement on disait bientôt le sida, c'est terminé, si on arrive à dépister les 50 000 personnes qui sont donc, qui s'ignorent. Et en réalité, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le sida, on n'arrive pas à s'en dépatouiller et qu'on a toujours 6 à 7 000 cas de contamination chaque année, et de plus en plus d'ailleurs avec des jeunes. Et c'est bien ce qui est inquiétant. Vous qui êtes séropositif justement, lorsque vous entendez jusque ce mot d'ordre cette année, c'est ne crions pas victoire trop vite, et que vous voyez certaines personnes peut-être ne plus craindre le sida, vous réagissez comment ? Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, quand on a le sida, ça pose tout un tas de problèmes d'exclusion sociale, de lourdeur des traitements qui sont encore, même s'ils sont bien plus faciles à prendre qu'autrefois, ils restent quand même très lourds. Ça demande un suivi, d'aller régulièrement à l'hôpital. C'est quand même des choses qui sont très lourdes, donc je le souhaite à personne. Donc c'est important de se faire dépister. Et si on veut arrêter l'épidémie, effectivement, il faut que les personnes aillent se faire dépister et leur montrer que oui, maintenant, on peut faire des choses et on peut le faire de plus en plus tôt. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a vraiment des avancées, mais c'est pas suffisant. Voilà. Donc on est, je dirais, un peu au milieu du gué. Continuons, on a fait des très belles choses, c'est formidable, mais on peut faire encore mieux. Et je crois que le sida a montré qu'il y avait une mobilisation de toute la société pour pouvoir freiner cette épidémie et un jour peut-être la réduire. Le SIDAction, c'est aussi l'occasion de faire des dons. Un numéro de téléphone, c'est le 110, numéro qui restera actif jusqu'au 18 avril. Vous pouvez le composer. Je rappelle les dates du SIDAction, les 3 jours à partir du 5, 6 et 7 avril. Le numéro de téléphone, lui, est accessible jusqu'au 18 avril. À l'occasion du SIDAction, quel message vous aimeriez faire passer, justement ?
Moi, je pense que c'est important, on parle beaucoup de solidarité. Et c'est important que la solidarité, elle se traduise par le soutien, justement, à la recherche, par ce soutien aux associations. Ça, c'est quelque chose d'important. Les personnes ont besoin de montrer aussi qu'elles sont solidaires. Donc, il y a un acte. Et on voit bien qu'il y a une dynamique, et qu'il y a une dynamique qui est exceptionnelle, ce lien entre les patients et la recherche. Et moi, je travaille beaucoup dans la recherche. Je ne suis pas chercheur moi-même, je suis patient. Et c'est une implication qui est tout à fait originale et qui est à reproduire sur d'autres maladies également. Et ça commence à se faire, mais pas encore assez. Donc je pense qu'il faut prendre cet exemple et ça va au-delà du VIH, au-delà du sida. Contre le sida, ne crions pas victoire trop vite, c'est le mot d'ordre de cette année. Notre question aujourd'hui, elle est toute simple. Le sida vous fait-il encore peur ? C'est toujours un sujet d'actualité, effectivement, il faut toujours s'en inquiéter et si ça se répand, c'est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de prévention. Il y a plein de gens qui ont le sida et qui ne le savent pas, donc protection est importante. Moi, ça me fait pas spécialement peur. Moi, je préfère la fidélité au préservatif. Si, elle est toujours présente, donc c'est toujours un risque à prendre. Donc, vaut mieux se protéger. Ouais, ça me fait toujours peur parce que j'en connais qui n'utilisent toujours pas de préservatif. Et je trouve ça quand même assez grave. Et donc, c'est important d'en parler toujours. C'est une maladie qui peut conduire à la mort, donc c'est une maladie qui fait peur en soi. Oh, ça me fait pas peur, non. Je me protège et voilà, et c'est tout. Oui, ça nous fait peur parce qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de gens qui décèdent par rapport au VIH. Bon, il n'y a pas les moyens. Moi, je trouve aussi le sida, c'est une maladie qui atteint plus les pauvres et les gens qui vivent dans un environnement qui n'est pas du tout propre. La dernière remarque qu'on a entendue est pas tellement fausse. Ça peut aussi toucher des gens qui sont peut-être aussi moins informés. C'est aussi votre travail avec HF Prévention, d'aller à la rencontre de ces populations. Ce qu'on se rend compte, c'est effectivement qu'il y a une précarité qui fait que les gens peuvent être plus facilement au contact de personnes effectivement qui vont être malades, pas seulement d'ailleurs séropositives. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'être dans un aller vers les populations invisibles. Nous, c'est tout notre travail à HF Prévention. Et depuis d'ailleurs donc la fin d'année dernière, on en avait donc parlé, on va maintenant beaucoup plus facilement en université, mais aussi en centres commerciaux, parce qu'on imagine que les populations à risque, on va le rappeler, les migrants, les homosexuels notamment, mais pas seulement, les personnes en situation de prostitution, sont des publics effectivement à risque. Et ce qu'on aime bien rappeler aussi, c'est que c'est important de dire que ces publics-là sont partout, y compris dans les centres commerciaux et pas toujours dans les foyers migrants, ou pas que dans le Marais parisien, et que du coup, il y a une vraie incidence d'aller vers eux, parce qu'on oublie trop souvent que ce sont des gens qui sont effectivement invisibles et qui n'ont pas forcément accès ni au dépistage, ni effectivement à l'information, et là, ça reste important. On va juste regarder à présent le chiffre du jour. Le chiffre de cette édition, c'est 72 heures, 3 jours consacrés au SIDAction. Est-ce que c'est suffisant, ces 3 jours de mobilisation ? Malheureusement non, ce n'est pas suffisant. Alors nous, on aime bien dire que le SIDAction aussi, c'est toute l'année, parce qu'il faut savoir qu'on peut donner toute l'année. On peut aussi faire des legs au SIDAction. Il faut savoir que pour 1 euro donné au SIDAction, 50%, donc 50 centimes partent à la recherche. Le SIDAction a toujours souhaité soutenir la recherche et est l'une des seules organisations à vraiment bien soutenir donc les programmes de recherche en direction du sida. Et les 50 centimes restants sont partagés sur les programmes associatifs, 25 centimes sur la France, dont nous, puisqu'on est financé donc SIDAction à HF Prévention, et 25 centimes pour les programmes internationaux. Donc effectivement, pour 1 euro reversé, l'intégralité des dons des gens vont pour la cause, qu'elle soit dans la recherche ou dans le soutien donc aux personnes ou dans le soutien à la prévention. On va parler de prévention encore pendant les prochaines minutes. On va parler de votre quotidien également, de votre témoignage, vous qui êtes, je le disais tout à l'heure, séropositif depuis 1987. Vous vivez avec la maladie au quotidien. Vous témoignerez dans un instant. On regarde juste le clip de cette édition du SIDAction, édition 2013. Quel est le quotidien aujourd'hui justement pour une personne atteinte par le sida ? Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Mon quotidien, c'est d'abord la prise des traitements 1 à 2 fois par jour, avec parfois des effets secondaires, je dirais même souvent des effets secondaires, qui sont souvent des modifications. Ça ne se voit pas trop chez moi, parce que j'ai eu un peu de chance, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. On a effectivement des problèmes de graisse, et puis peut-être probablement un vieillissement accéléré. Et ça, c'est quand même, ça pose des problèmes, des petits problèmes de perte de mémoire éventuellement, des choses comme ça.
Chaque personne est individuelle, on est tous différents, donc on va réagir différemment. En tout cas, les premiers mois de traitement sont des traitements qui sont assez lourds. Après, c'est un peu plus léger. Mais le plus léger, c'est quand même les traitements tous les jours, il ne faut pas les oublier. Combien de médicaments vous devez prendre? Ça ne fait pas beaucoup, ça fait 2 médicaments le matin, 2 médicaments le soir. Ça fait pas beaucoup. Aujourd'hui. Avec l'avancée de la recherche. Mais c'est quand même des médicaments qui sont aussi de la chimiothérapie, il ne faut jamais l'oublier quand même. Et ça ne guérit pas du sida, c'est-à-dire que ça freine juste le sida. C'est un petit peu comme pour l'herpès, on va freiner, mais on ne va pas empêcher. Et puis, si jamais je lève le pied, là, il va y avoir des infections opportunistes et un retour à la case hôpital avec des gros soucis. Donc c'est une vigilance quotidienne aussi pour vous, pour surtout ne pas oublier ce traitement. Hein. Vous êtes au quotidien obligé de vous souvenir de cette maladie, malheureusement. Alors, on s'en souvient d'à chaque jour. Il peut y avoir des problèmes des sentiments de culpabilité. Et puis, dans vos relations sociales et amoureuses, ça devient effectivement compliqué. Annoncer à votre ami que vous avez le sida, va pas forcément avoir envie de sortir avec vous tout de suite. Hein. Ça va être un peu compliqué, là. Justement, est-ce que le regard a évolué tout de même aussi? Au-delà justement des personnes qui peuvent partager votre quotidien, mais le regard de la société en général? Je ne sens pas que le regard de la société ait beaucoup évolué sur le sujet. Je discutais encore avec le vigile de la faculté des sciences de la Pitié-Salpêtrière qui disait qu'il se lavait les mains et qui était très effrayé quand je lui ai serré la main. Et pourtant, il est au cœur de 1000 étudiants en médecine. Non, il y a encore beaucoup de travail. C'est normal, la culture, c'est quelque chose de toujours lent à changer. Mais c'est pour ça que des émissions, en faire et en refaire, c'est très important. Aujourd'hui, le VIH, il se transmet par voie sanguine, par voie sexuelle, quand les gens ne sont pas traités. C'est pour ça qu'il faut les traiter. Quand on est traité, il n'y a pas de risque. Bien sûr, il faut utiliser la capote parce qu'il y a des tas d'autres cochonneries, des tas de maladies qui peuvent arriver. Mais sans traitement, là, il y a un vrai risque. Effectivement, c'est important de le rappeler et de le rappeler régulièrement et nous le faisons encore une fois ce soir. C'est le travail d'HF Prévention, on l'a mentionné tout à l'heure. On a aussi vu des images tout à l'heure pendant que nous parlions de ces interventions que vous faites dans les universités avec ces tests de dépistage, tests minutes justement, qui permettent de savoir immédiatement. On en avait parlé d'ailleurs ici sur ce plateau. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ignorent justement le fait d'être porteuse de la maladie. Le ministère estime entre 30 et 50 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique et qui sont donc en capacité de transmettre le VIH. Et comme le disait tout à l'heure Xavier, aujourd'hui, quelqu'un qui est traité peut être en ce qu'on appelle une charge virale indétectable et donc ne plus transmettre le virus à condition qu'il prenne bien ses médicaments et qu'il y ait une bonne observance et qu'il n'y ait pas de souci par ailleurs. Ce qui pose un vrai problème, c'est effectivement le fait d'avoir des gens qui sont séropositifs, qui ne le savent pas, qui ne vont pas systématiquement faire un dépistage. Aujourd'hui, un centre de dépistage anonyme et gratuit, un CDAG, faisait en moyenne 0,2% de découverte. Nous, on a démontré que AID, qui par exemple intervient dans le milieu gay, ou les foyers migrants, fait 1%. Malheureusement, et moi je ne peux dire que malheureusement, on est à 2,34% sur les lieux où interviennent HF Prévention parce qu'on est au cœur des gens qui ne vont jamais en centre de dépistage et au cœur du problème qui est ces gens qui n'ont pas conscience que le VIH peut être effectivement transmis. D'où l'intérêt que le SIDAction, en l'occurrence, finance des programmes comme les nôtres, qui sont des programmes vraiment atypiques, et d'où l'intérêt, effectivement, que les gens continuent à donner pour le SIDAction. Et ce test en minute, vous l'avez ramené, hein, le petit plateau, on peut le remonter, ce sera très très simple. Donc là, c'est la plaque effectivement éducative. Donc l'idée, c'est effectivement de recueillir 1 à 2 gouttes, 3 maximum gouttes de sang dans une pipette et en fait à l'aide des flacons donc qui sont numérotés 1, 2, 3, on va en fait avoir le résultat immédiat. Alors effectivement, les Saint-Quentinois vont découvrir la campagne de communication qu'on a qui est 1 minute pour savoir, qui est éditée donc par HF Prévention. Mais cela dit, on va effectivement gagner les centres commerciaux, les universités. On espère d'ailleurs que le centre commercial Espace Saint-Quentin. Des dates de prévues par exemple l'Espace Saint-Quentin. Normalement, Espace Saint-Quentin, on devrait effectivement donc pouvoir proposer ces dates en même temps que le Forum Santé donc de Saint-Quentin en Yvelines. On espère juste qu'on aura donc l'accord et ça permettra de pouvoir donc proposer ce dépistage directement donc au grand public, qui est aussi le public cible. Parce qu'aujourd'hui, le public ne va plus véritablement sur les lieux d'information, je pense au CRIPS par exemple. Alors, sur Paris. Le CRIPS à Paris, c'est essentiellement pour les
lycée, CFA, parfois les collèges y vont, etc. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on se rend bien compte, moi quand je vais dans une fac et qu'on me dit, une jeune femme de 22-23 ans qui me dit « je ne vais pas chez le gynécologue », ou alors qui me dit en fin de compte, je suis protégée, j'ai pas besoin de mettre de préservatif parce que j'ai effectivement la pilule, on lui dit non, enfin la pilule c'est pour la contraception, ça vous empêche de faire des bébés, mais ça vous empêche pas d'avoir toutes les maladies qui vont autour, et là on parle pas que du VIH, du sida, on parle aussi donc de toutes les infections sexuellement transmissibles. Il y a une recrudescence de plein de maladies sexuelles en ce moment. On dit juste aux gens qu'à un moment donné, la réduction des risques, tout n'est pas 100% préservatif, mais c'est bien aussi de venir en discuter avec nos animateurs de prévention, qui sont jeunes d'ailleurs, et qui sont ultra formés à ces questions-là, et qui viennent directement à la rencontre donc du public. On est aussi à 50 ans en Yvelines, puisque Île-de-France-Ouest, HF Prévention Île-de-France-Ouest, a ses bureaux à l'Institut de promotion de la santé, et c'est pas rare, donc à Trappes, et c'est pas rare que des gens viennent nous rencontrer pour nous poser donc des questions qui parfois, pour eux, sont bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes et ils ont raison de venir nous voir. Ces tests qui se multiplient et peut-être par la suite aussi les autotests, on n'en a pas parlé, mais là qui permettraient à chacun de savoir tout seul et peut-être, même s'il faut ensuite voir que les gens vont l'apprendre tout seul et il n'y aura pas d'encadrement psychologique, et là aussi c'est important. Au-delà de ça, tout de même, ces tests qui se multiplient, test minutes, c'est une bonne chose ? Moi je pense que c'est formidable, c'est important. Si j'avais eu ça, c'est aussi une sensibilisation et puis c'est aussi une démarche de soins. On est dans une civilisation où on commence à s'apercevoir que la santé c'est extrêmement important. Mais il faut y aller et se soigner soi-même, avoir la démarche. Et ben c'est pas si facile que ça. On n'a pas tout à fait l'éducation qui va pour se soigner soi-même, se prendre soin. C'est une démarche. Il faut la travailler. Il faut que ça vienne petit à petit dans notre culture. On a à manger, on a des écrans télé plats, on a des tas de trucs formidables. Mais la santé c'est quand même essentiel. Et c'est quelque chose qu'on a du mal encore à ce que ça soit fluide. Voilà. Et ces tests justement permettent cette fluidité. Il y aura des tests encore plus sophistiqués dans les années qui vont venir, qui permettront de faire encore plus d'autres maladies. Avec les hépatites, nous on espère sortir. On va proposer probablement en combinaison avec le sida des tests sur la syphilis. Il y a une recrudescence de syphilis, on n'imagine même pas. Franchement, c'est juste une catastrophe. Et effectivement, le fait d'avoir des tests qui seront combinés, ça permettra de pouvoir proposer une vraie prévention avec des réponses immédiates. Date du SIDAction 5, 6 et 7 avril. Vendredi soir, il y aura une collecte aussi. Vous êtes la petite urne avec vous, voilà. N'hésitez pas à donner. Donc effectivement, on va donc proposer ça à la gare de 50 ans en Yvelines. L'idée, c'est que les gens puissent mettre dans les tirelires du SIDAction pour la quête nationale donc du SIDAction. Encore une fois, donc le 110 ou aussi par SMS ou directement sur le site internet de SIDAction. Mais on peut aussi donner à la gare de 50 ans en Yvelines. Nous, on y sera donc de 16h à peu près jusqu'à 20h. L'idée, c'est effectivement que chacun puisse mettre une petite pièce pour que le SIDAction donc puisse continuer à soutenir et la recherche et les programmes associatifs. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles aussi ? Parce qu'il y a beaucoup d'opérations dont on a parlé là. On a aussi beaucoup besoin de bénévoles puisqu'effectivement l'idée c'est de faire toutes les facs en Île-de-France notamment, ainsi que les centres commerciaux, et du coup on forme gratuitement. Il y a une batterie de formation qui est assez colossale, donc les gens qui n'y connaissent rien, ce n'est pas un souci, on les forme, il n'y a aucun problème. Et ensuite, effectivement, on a besoin de beaucoup de bénévoles, beaucoup de bras, beaucoup de gens de bonne volonté, et à partir du moment où les gens de la bonne volonté peuvent nous contacter sur notre site internet qui est www.hf-prévention.com qui s'est affiché. Numéro de téléphone également, je rappelle l'autre numéro de téléphone à composer jusqu'au 18 avril, c'est le 110 pour faire directement vos dons. Merci à tous les deux. On a évoqué tout à l'heure très brièvement les autotests. Juste une précision, ils pourraient faire leur apparition à la fin du mois de septembre, puisque le 22 mars dernier, le Conseil national du sida a présenté un avis en faveur de la mise à disposition donc, de ces autotests. Vous accueillez plutôt... C'est en réponse à ce que demande la ministre, clairement, puisqu'ils avaient donné des avis donc négatifs avant. Nous, on n'est pas favorable, parce qu'on estime que même s'il y a un numéro, les gens, quand ils seront séropositifs, ils pourront appeler. On trouve que c'est pas bien qu'ils puissent découvrir seuls leur séropositivité s'il n'y a pas un vrai encadrement. Il faut Nous, il y a quand même un vrai encadrement. Par exemple. Oui, il faut de préférence, mais en même temps, il faut pouvoir inonder
avec des approches complètement différentes. Et elles vont, même si elle est minoritaire, il ne faut pas la sous-estimer. Il faut que ça reste une possibilité. Ouais. Voilà, il faut plein de choses différentes. Et puis rien n'empêche, chacun, s'il a besoin aussi d'encadrement, de se tourner vers les associations. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est la fiabilité du test. Oui, donc là, on attend aussi que les tests soient beaucoup plus fiables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on rappelle quand même que celui-ci qu'on propose, c'est 99,9% de fiabilité. Les tests INSTI, c'est du 99,9%. Il n'y a pas de défaillance. Donc, effectivement, là, on est sûr du produit qu'on propose pour les gens, quoi. Et en plus, vous êtes encadré puisque vous faites ce travail d'accompagnement. Exactement. Merci une fois de plus à tous les deux. SIDAction à partir du 5 avril. Le 7-8 de ce 3 avril, lui, se poursuit. Nous évoquerons les journées européennes de l'artisanat dans un instant avec de nouveaux invités. Mais déjà un portrait de sportif, celui de Mathieu Dupif. C'est un ancien joueur du club de Montigny-le-Bretonneux de rugby. Il évolue maintenant au Stade Français avec les moins de 19 ans. Rencontre sur le terrain de ses débuts avec Anthony Reich et Claire Cambier. Chez les Dupif, le rugby est une tradition. Mathieu suit les traces de son père et de son oncle, tous les deux anciens piliers. Après des débuts en Ardèche, il joue sous les couleurs de la SMB Rugby pendant 3 ans, 3 saisons qui vont être décisives. Bien encadré à Montigny, Mathieu décolle et passe les détections pour intégrer l'équipe cadet du Stade Français. En réalité, quand il est allé faire les détections, il voulait savoir s'il pouvait exister à ce niveau-là. Si avoir l'ambition d'être dans un grand club avec une concurrence exacerbée, ce qui n'était pas le cas à Montigny, il n'était pas dans une concurrence exacerbée, est-ce qu'il arriverait à s'en sortir ? Mathieu vit 4-5 premiers mois très difficiles, mais il s'accroche et finit par s'intégrer dans l'effectif parisien. Les structures du Stade Français ne pouvant accueillir tous les matchs, les Crabos, les moins de 19 ans, doivent jouer systématiquement sur des pelouses différentes. En ce week-end de Pâques, Montigny accueille la rencontre face à Lille. C'est très sympa, on avait joué un match l'année dernière, le 16e de finale contre Massy, on l'avait joué ici aussi. C'était très sympa, en plus il y a un super terrain vu que c'est un terrain de foot, donc il n'est pas très abîmé, il est bien entretenu. Et donc ça fait plaisir de venir, je suis content. Mais ce retour sur ces terres a un goût d'inachevé. Le pilier nimontain souffre d'une entorse à la cheville gauche et doit regarder le match des tribunes. Désormais bien installé dans le groupe Stadis depuis 3 saisons, Mathieu reste très pragmatique sur son avenir. J'ai un niveau correct, certes, mais pas forcément pour aller en professionnel. Donc pour l'instant, je joue au Stade Français, je suis content, j'y reste. Je vais continuer à essayer de grappiller du temps de jeu et à jouer le plus possible et continuer à prendre du plaisir. Puis après, en senior, on verra peut-être... J'irai peut-être en 3e, 4e division pour jouer dans un autre club, peut-être qui m'aidera à faire mes études ensuite. Mathieu Dupif prépare un baccalauréat scientifique pour ensuite intégrer une faculté de sport. Ah oui, pour la petite histoire, ses coéquipiers se sont imposés 29-10 face à Lille.